Bonjour à tous et merci d'être là en présentiel ou en distanciel. Je suis très honorée d'avoir cette webinaire-séminaire et d'accueillir nos confrères. Je remercie toute l'organisation pour permettre ce séminaire et ces journées REFSAO. Pour nous, ces journées REFSAO, elles sont importantes. Je remercie Alioum Amadou pour son opiniâtreté à développer ce projet avec vous tous qui êtes là. Je vous remercie et c'est un honneur pour l'ISPED de vous recevoir. Et pour entamer notre table ronde, pour développer cet aspect autour des crises sanitaires et de celle que nous vivons aujourd'hui, qui est la crise liée à un virus, mais qui demain pourrait être une crise liée à l'environnement, ou à d'autres aspects. Je laisse la parole au professeur François Dabis, qui a déjà été présenté par le professeur Alioum Amadou, pour nous donner quelques éléments de sa réflexion depuis quelques mois autour de la crise Covid et de ce qui se fait en santé mondiale ou en santé publique. Merci. Donc là, moi, je peux enlever mon masque, hein, c'est ça? Oui. Voilà, très bien. Parfait, donc c'est déjà plus facile et plus agréable. Bonjour à toutes et à tous. Alors ici présent, moi je suis ravi de revenir ici dans cet amphi où j'avais pas enseigné et en tout cas sans masque depuis fort longtemps. Et puis bonjour à toutes et à tous qui sont connectés ici aujourd'hui. Alors je sais pas, est-ce que je demandais de commencer avant cette table ronde par apporter quelques réflexions aussi bien sur les questions de santé publique que peut-être les questions de santé mondiale. Alors évidemment, je ne peux pas commencer ça sans partir des faits et des faits épidémiologiques, et ils sont effectivement assez problématiques quand on regarde la courbe épidémique en France. Donc ça, c'est les données françaises avec cette évolution par vague que nous connaissons et dont on nous annonce que la 5e vague ne sera pas la dernière. Donc ça, c'est l'aspect dimension temporelle. Et bien sûr, l'aspect géographique n'est pas meilleur, puisque plus c'est sombre, plus c'est dense en termes d'incidence. Et là aussi, la plupart des régions ont des taux d'incidence extrêmement élevés dans la gamme qui est donnée. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser que bien qu'on ait fait beaucoup de choses depuis 18 mois, on n'a peut-être pas fait exactement tout ce qu'il fallait. C'est une question que s'est posée l'État français à son plus haut niveau depuis pas mal de temps déjà, et le président de la République avait convoqué un groupe d'experts internationaux, en tout cas piloté par une sommité internationale. C'est le rapport Pittet qui est sorti il y a déjà quelques temps, il y a à peu près 6 à 8 mois, et qui avait fait une première tentative d'approche de qu'est-ce qui avait été bien fait et moins bien fait en France. Alors, à l'échelle internationale, si on regarde les données mondiales, on peut forcer de constater qu'on a cette même dynamique, bien évidemment, que celle que j'ai décrite pour la France. Et si je la subdivise en régions du monde, on ne peut qu'être frappé de l'importance de ce qui se passe aussi bien sur le continent américain que sur le continent européen, bien sûr en Asie avec l'Inde, et évidemment étonné de voir si peu d'informations ou si peu d'informations rapportées en provenance du continent africain, mais à nouveau on connaît les difficultés qu'il y a eu autour de tout ça. Ce problème étant définitivement mondial, il était normal aussi qu'à l'échelle internationale, on se pose la question, est-ce que tout a bien fonctionné au cours des années 2020-2021? Et c'est ce que le secrétaire général des Nations Unies et le directeur général de l'OMS ont demandé qu'il soit fait, c'est-à-dire à nouveau une appréciation indépendante de qu'est-ce qui s'était passé en matière de crise sanitaire et de la réponse. Et c'est ce fameux rapport qu'on appelle le Independent Panel qui a fait donc 2 rapports, un rapport au mois de mai
et un rapport au mois de novembre de cette année. Et je vous invite à aller consulter ces documents qui sont quand même très très bien faits et extrêmement informatifs, et qui, aussi bien pour le rapport français que pour le rapport international, sont vraiment faits quand même de manière très indépendante. Alors j'aurais pu aller piocher dans ces rapports et non pas me contenter, mais disons parler de cela. Je me suis dit que c'était peut-être pas exactement ce qu'il fallait faire aujourd'hui, parce que finalement j'ai l'opportunité de parler au moins en présentiel à des enseignants-chercheurs. Et je me suis dit, peut-être qu'il faut que j'apporte une vision, ma réflexion en tout cas, d'enseignants-chercheurs à des enseignants-chercheurs. Alors je m'excuse pour ceux qui seraient en ligne et qui ne sont pas des enseignants-chercheurs, mais je pense qu'ils vont y retrouver leur compte. Donc voilà, je me suis permis de m'adresser spécialement à vous aujourd'hui. Et je ferai un petit focus avec 10 commentaires sur cette pandémie. À la fin, un petit focus sur le 10e commentaire, et donc sur la dimension internationale de la chose. Alors, pourquoi 10 commentaires? J'aurais pu en faire 12, selon le chiffre magique que vous préférez. Je me suis arrêté à 10. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ce ne sont pas des leçons, certainement pas. Vous êtes au moins aussi compétent que moi, voire plus certainement dans certains domaines. Donc ce sont vraiment mes commentaires et mes appréciations sur le sujet tels que je voulais les partager avec vous. Alors, mon premier commentaire et ma première, disons, idée sur le sujet, c'est de dire que si on regarde ce qui s'est passé sur quasiment 2 ans maintenant, aucun pays démocratique n'a finalement mieux géré la pandémie que les autres. Alors j'insiste sur le mot démocratique parce qu'on peut évidemment se dire que la Chine a très bien géré. J'en suis pas totalement sûr quand même, mais en tout cas, des pays qui ont une vision et une approche démocratique de la société, aucun pays n'a finalement réussi mieux que les autres. Nous, en France, on a été un peu contents dans les tout premiers mois de 2020 de voir qu'on faisait mieux que l'Italie, et très très rapidement frustrés de voir qu'on faisait apparemment moins bien que l'Allemagne. Si on regarde 2 ans après, l'Allemagne est dans une situation très catastrophique, et nous avons fait mieux qu'eux sur la fin. Voilà, donc on peut multiplier comme ça ce type de discussion. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse dire à la fin de ces 2 années qu'on vient de passer sur gérer le sujet, qu'il y a eu un modèle de santé publique qui a vraiment réussi et vraiment fonctionné. Alors, deuxième observation que je ferai, ou deuxième commentaire que je ferai, une discipline qui m'est chère, l'épidémiologie et l'épidémiologie de terrain en particulier, s'est avérée particulièrement robuste et utile dans la gestion de la pandémie. Qu'on parle de surveillance, de veille, d'alerte, d'investigation, de suivi et évaluation des mesures de santé publique, tout ça, on a eu vraiment avec l'épidémiologie quelque chose qui a permis vraiment de comprendre ce qui se passait de manière très adaptée. Voilà. Alors, moi je suis ravi, j'arrive à la fin de ma carrière d'épidémiologiste, je suis ravi de voir que ça sert à quelque chose finalement, y compris dans les situations telles que celle-ci. Je ne peux pas m'empêcher quand même d'avoir 2 commentaires en rapport avec mon commentaire principal. Le premier, c'est que notre discipline s'en est trouvée banalisée. Alors cette banalisation, elle est plutôt bonne. Quand je réfléchis à avoir vu, par exemple, notre Premier ministre, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, manipuler avec une aisance incroyable le taux de reproduction, dans ses discours publics, ou de voir actuellement notre secrétaire d'État, notre porte-parole du gouvernement, vous savez, le bon élève de la classe, là, qui est toujours impeccable, nous parler de son interprétation des modèles, il parle mieux que les modélisateurs, etc. On a donc vulgarisé ce qui n'est pas banalisé. Voilà. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le fait que notre profession et notre métier d'épidémiologiste de santé publique ne soient pas complètement bornés a introduit quand même une certaine banalisation du propos, et je ne peux pas imaginer d'avoir vu autant d'épidémiologistes qualifiés sur des plateaux de télé et de radio, et à la radio, qu'il y en a véritablement de formés, même si en plus on en a formé beaucoup à Bordeaux. Donc quelque part, on n'a pas su borner notre discipline complètement sur le sujet. Et puis, bon, ça c'est un problème d'ego, après tout, c'est notre faute, nous enseignants-chercheurs, on n'a peut-être pas su faire ce qu'il fallait sur le domaine. Mais par contre, ce qui s'est passé, qui est beaucoup plus grave, me semble-t-il, c'est qu'on a vu les instituts nationaux de santé publique extrêmement fragilisés.
extrêmement fragilisé et dans des conditions qui m'apparaissent complètement folles. Hein. Alors je ne parle pas de ce qui s'est passé au Brésil, hein, bien évidemment. On n'a pas tous eu des Bolsonaro pour foutre le système en l'air. Mais regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Le CDC, qui est quand même l'institution épidémiologique de référence, a été ultra fragilisé par l'administration Trump au point qu'il ne pouvait pas de semaine en semaine publier les chiffres qu'il voulait. Hein. On a vu quand même des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé dans ce point de vue-là. Et en France, il faut qu'on se le dise, on peut le dire, on est dans un monde académique, on peut dire beaucoup de choses. L'Institut national de santé publique, enfin Santé publique France, a été fragilisé, n'a pas toujours plu aux décideurs. Finalement, est-ce que c'est normal aussi que des journalistes se permettent de critiquer ouvertement le fait que d'un jour au lendemain, eh bien, Santé publique France ne publiait pas en instantané les chiffres redressés de la veille et qu'on pouvait commencer à rigoler de la qualité des données qu'on publiait. Il y a quelque chose là qui me semble quand même problématique d'un point de vue de ce qu'est devenu l'épidémiologie dans le langage courant et dans l'usage qu'on en fait. Alors, troisième observation aussi que j'aimerais partager avec vous, la modélisation s'est avérée absolument essentielle, de mon point de vue extrêmement fiable, notamment pour la prédiction. On a tous connu cette époque où les modèles étaient compliqués. Ils le sont toujours, hein, mais étaient compliqués à un point tel qu'il y avait un aphorisme que les modélisateurs aimaient bien utiliser, hein, qu'on mettait toujours sur nos diapositives. Tous les modèles sont faux, mais il y en a certains qui sont un peu plus utiles que d'autres. Hein. C'est ce qu'on disait des modèles en biomathématiques et en statistique. Alors, franchement, on voit qu'ils ont fait énormément de progrès. Moi, incontestablement, je le reconnais et j'en suis très très content. Je trouve qu'on a eu un sujet quand même au cours des 2 années écoulées, c'est que les modélisateurs sont restés extrêmement propriétaires de leur modèle, ce que je peux comprendre d'un point de vue de la valorisation scientifique, des enjeux qu'il peut y avoir autour, ce qui a quand même posé un problème, parce qu'à partir du moment où on parle du modèle X, Y, en France on a beaucoup parlé du modèle Pasteur, eh bien vous pouvez tendre un micro à quelqu'un d'autre qui a fait son modèle dans son coin avec quasiment une feuille Excel, et qui trouvera que son modèle il est légèrement meilleur sur tel paramètre, ou que l'autre, etc. Donc ça a été quand même un chaos de modèles et de modélisateurs qui se parlaient par médias interposés, qui me semble à nouveau complètement délirant et qui mérite là aussi qu'on se pose des questions sur la suite. Donc je me demande s'il ne faut pas envisager des organisations nationales ou internationales dans le domaine. Sur le plan du VIH-Sida qu'on connaît bien, on y est arrivé. C'est-à-dire que l'ONU-Sida a finalement contractualisé avec des groupes internationaux de modélisateurs pour produire des estimations, et ça sert de référence, et on a beaucoup moins de débats sur savoir si c'est le bon modèle ou pas le bon modèle. Alors, quatrième observation, assez liée à l'épidémiologie et à la modélisation d'ailleurs, hein, la science de la donnée, on dit parfois la science des données, hein, data science, a absolument explosé pendant les 2 années qui viennent de s'écouler et s'avère particulièrement utile, là il n'y a pas photo, pour à la fois faire du suivi en temps réel dans une question comme celui qu'on a vécu, et puis vulgariser. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, hein, qu'on n'avait pas vécu, je crois, préalablement, qui pose probablement, je m'interroge en tout cas, sur le fait qu'il faut des organisations nationales et internationales adaptées. Je sais qu'en France, par exemple, Santé publique France est assez content finalement aujourd'hui de sous-traiter, mais sous la forme d'un partenariat, avec des organisations qui font du data science et qui sont meilleures finalement que les organisations publiques pour faire ce genre de choses. Donc ça, c'est une chose à envisager. Et évidemment, pour nous, enseignants-chercheurs, ça pose quand même une question, c'est est-ce qu'on enseigne ce genre de choses ? Et comment faut-il le faire? Est-ce que ça a sa place en santé publique? Et quelle recherche va avec ça, notamment avec l'intelligence artificielle? Alors nous, on a quelques compétences et quelques expériences à Bordeaux, mais là aussi, il y a beaucoup de choses qui restent à creuser et à approfondir. Alors, finalement, après avoir dit tout ça, après avoir parlé beaucoup de données et de ce qui peut aller autour, on a un souci qui nous est apparu assez clairement pendant les 2 ans qui viennent de s'écouler, c'est ce que j'appelle le doute dans la science.
Le doute dans la science, on l'a vu émerger très clairement pendant la pandémie. Alors elle ne touche qu'une partie de la population, c'est très clair, hein, elle ne touche pas tout le monde, mais là aussi on n'avait jamais vécu ce genre de choses. Les réseaux sociaux, le complotisme, bien sûr, ont largement facilité ce genre de choses. Et ça nous pose, je pense à nous, deux interrogations, voire trois. La première, c'est comment on articule et comment on communique les recommandations de santé publique dans un contexte où un certain nombre de gens récusent par principe la science qui va pourtant être la base de nos recommandations. Et bien sûr aussi les questions que ça pose d'un point de vue éthique. Et donc, est-ce qu'il faut là aussi qu'on ait des enseignements à mettre en place dans ce domaine, comment on contrecarre finalement à la question du doute dans la science et du doute dans la science en santé publique. Je ne parle pas du doute dans la science au sens général du terme. Sixième observation, on est rentré de plein fouet, moi je crois, hein, avec ce qui s'est passé pendant les 2 années, dans l'ère d'une seule santé. Une seule santé, One Health, c'était un slogan depuis quelques années. D'abord, c'était un slogan de gens qui se parlaient entre eux. Hein. Franchement, ça ne faisait pas vibrer les foules, hein, quand même. Hein, voilà. Et là, on a vu que c'était le vrai sujet qui nous avait préoccupés et que là-dessus, il allait se passer un certain nombre de choses. Ce n'est pas un épiphénomène, c'est probablement le début d'un nouveau cycle. Alors, il faut déjà bien voir que One Health, une seule santé, c'est santé humaine, santé animale, ça on l'a déjà bien compris. C'est aussi santé environnementale, ce qui est déjà plus complexe et plus important à articuler. Et du coup, je crois que pour nous, enseignants-chercheurs, ça nous pose la vraie question, c'est est-ce qu'on l'enseigne sinon, comment on va faire et quelle recherche va avec. Je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'on va s'intéresser à ça d'une manière un peu théorique, qu'on va s'intéresser à la partie humaine de One Health et laisser les vétérinaires s'occuper de la partie animale de One Health. Voilà, il va falloir qu'il y ait plus que des espaces de dialogue. Il va falloir qu'on co-construise des choses dans le domaine. Et pour être très honnête avec vous, je ne sais pas comment il faut faire, hein, mais moi, je me pose cette question. Septième commentaire, vraiment l'interdisciplinarité est apparue extrêmement importante dans ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, et ce n'est pas la multidisciplinarité dont je parle, c'est vraiment l'interdisciplinarité, ce qui veut dire pour moi faire travailler ensemble les disciplines différentes en même temps et de manière totalement concertée. Voilà. On a l'habitude de travailler en tant qu'épidémiologiste sur certains sujets et puis de voir des anthropologues faire aussi des études, peut-être de temps en temps faire des séminaires communs, etc. On voit bien qu'on n'est plus du tout dans cette logique-là et qu'il faut qu'on crée des choses très différentes en matière d'interdisciplinarité. Alors avec les disciplines classiques de la santé publique, hein, on est bien d'accord, l'épidémiologie, la statistique, la modélisation, l'anthropo, la socio, j'ai mis l'économie, la gestion, la prévention. Mais il faut qu'on se rapproche très clairement des sciences politiques. Il faut que les gens qui font de la science de la donnée soient aussi très proches. Et on a vu par exemple que en tout cas en France avec la Covid, que les gens qui travaillaient sur la science de la donnée, c'était des gens qui travaillaient dans les sciences fondamentales, hein, ou qui travaillaient dans des modèles économiques complètement différents. Voilà. Et ils sont venus s'intéresser aux questions de santé quasiment du jour au lendemain. Donc là, on a des vrais sujets. Et puis on a le sujet de l'enseignement et de la discipline santé mondiale, sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir également dans la table ronde. 8e observation, puis après on va attaquer des choses finalement plus simples, somme toute, le concept de bien commun mondial. Alors, ça, c'est franchement aussi, de mon point de vue, quelque chose qui nous est arrivé en plein visage, hein, au cours même pas des 2 dernières années, j'ai envie de dire au cours de l'année 2021. Hein, au cours de l'année 2021. Voilà, il suffit de montrer ce graphique. On a vacciné 10 fois moins sur le continent africain qu'on a vacciné dans les pays du G7. Voilà. Eh bien, il y a un problème de bien commun mondial là-dedans qui aboutit à cette situation.
D'ailleurs, ce graphique, je l'ai sorti d'un rapport qui est publié il y a quelques jours là, par la fondation Mo Ibrahim, que moi je ne connaissais pas, mais peut-être que vous, certains venant d'Afrique subsaharienne, connaissent. Ce monsieur est un milliardaire soudanais. Qui a fait sa carrière sa fortune sur les télécoms, voilà, et qui a réinvesti une partie de sa fortune dans une fondation qui s'intéresse beaucoup aux questions de santé. Et dans le rapport qu'ils viennent de publier, ils font vraiment l'analyse et le postulat que si on ne résout pas les problèmes de santé en premier, probablement que la prospérité et la santé économique ne sont pas prêts de revenir. Donc je trouve que c'est une analyse très intéressante. Alors, pour terminer cette question de bien commun mondial, ce qui s'est passé avec l'apparition du variant Omicron et le fait qu'en quelques jours on était capable de refermer nos frontières, de se dire qu'on allait changer nos vaccins pour notre propre usage, etc. Ceux qui ont écrit, là, il y a quelques jours, dans le journal du dimanche, que c'était la semaine de la honte pour les pays riches, n'ont pas totalement tort, et ça va bien sûr dans le sens que je viens d'indiquer. Alors, ça pose une question, c'est est-ce qu'on parle de bien commun mondial, ou ce que l'on avait un peu l'habitude d'entendre avant, c'était la notion de bien public mondial. C'est de dire tout doit être public, et il faut qu'on se partage ces biens publics. Alors, avec certains, on pense que ce débat est un faux débat et qu'on parle bien de bien commun mondial, dans le sens où ce sont bien sûr, en ce qui concerne les vaccins par exemple, des problématiques, des biens qui sont d'utilité générale, on ne le remet pas en cause, mais qui ne dépendent pas et ne dépendront pas que des États. Et qui ne vont pas obéir non plus aux critères de non-rivalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de l'industrie et on ne pourra pas travailler sans l'industrie sur des sujets comme celui-ci. Donc on est dans quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas qui n'était moins connu dans le champ de la santé et qui va probablement être un nouveau paradigme, je pense, dans un futur relativement proche. Alors je m'approche de la fin. Oui, enfin, j'ai oublié de dire aussi qu'en plus, ce sujet aujourd'hui, il se discute là depuis 2-3 mois, de manière assez vive, mais de manière très intéressante, il se discute à l'Organisation mondiale du commerce. Il ne se discute pas du tout à l'Organisation mondiale de la santé, ce qui prouve bien qu'on a affaire à un problème de bien commun mondial et pas du tout à un problème de bien public. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est malgré tout ce qui est en train de se passer. Alors, j'en arrive à mes dernières observations, et donc je ne parlerai plus que de l'OMS, puisque ce sera la numéro 10. La pandémie nous a démontré que les systèmes de santé publique de la plupart des pays étaient pas parfaits. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et qu'il y avait partout, au travers de ce qui s'était passé, matière à réformer, voire matière à dégager assez fortement pour repartir sur des bases nouvelles. Alors, repartir sur des bases nouvelles, c'est par exemple ce que font les Anglais, où ils ont quasiment supprimé du jour au lendemain des agences sanitaires, réorganisé complètement le paysage, sans rien demander d'ailleurs aux acteurs qui le faisaient. C'est d'une violence extrême, aucune conviction que ça va donner quelque chose de bien, mais ils ont été, eux, assez loin, en tout cas, dans ce sujet. Alors en France, on n'en est pas là. En France, on en est à, vous voyez le titre, dessiner la santé publique de demain, mais ce qui veut quand même dire qu'on se pose des questions de refonte assez profondes. Je ne peux pas partager avec vous le contenu de ce qu'il y a dans ce rapport. Simone Mattoulin en a vu sous le manteau une version où vous voyez, il y a encore marqué ne pas diffuser, attention, danger, etc. C'est l'affaire de quelques jours ou quelques semaines maximum maintenant. Et peut-être que d'ailleurs, beaucoup seront déçus quand ils verront le contenu. Mais après tout, c'est la règle du jeu. En tout cas, cet exercice, il se fait en France. Je pourrais quand même dire qu'il y a quelques dimensions prioritaires qui, à mon avis, qui sont discutées en France et qu'on va pouvoir discuter à peu près partout. Je les liste, j'en ai mis 5 pour simplifier. Question de démocratie sanitaire et de culture de santé publique. Nous, en France, pendant 2 ans, tout ce qui avait été mis en place pendant 20 ans sur la démocratie sanitaire a été, du jour au lendemain, exclu. On s'est foutu du jour au lendemain de tout ce qui avait été mis en place comme instance de démocratie sanitaire. Complètement incroyable.
hein, d'accord. Donc pourquoi ça et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Et puis, est-ce qu'il y a une vraie culture de santé publique en France dans l'opinion publique et notamment auprès des jeunes? La réponse, elle est non. Donc là, il y a un vrai chantier de refonte ou de réorganisation. Le deuxième chantier, c'est bien sûr la question de la gouvernance et de financement de la santé publique et le cas particulier de l'adaptation aux situations de crise. On a vu qu'en France, du jour au lendemain, on pouvait créer un conseil scientifique sorti de nulle part, s'asseoir sur les organisations qui existaient. Bon, voilà, il faut probablement envisager des choses un peu plus résilientes et un peu plus adaptées. Troisième observation qui, je pense, vaut partout dans le monde. Vous avez beau réformer éventuellement le système des agences de santé publique ou le système ministériel dans le sujet, si vous n'avez pas sur les territoires, que ça s'appelle les régions, que ça s'appelle les départements, peu importe comment ça s'appelle, si vous n'avez pas une organisation adaptée, ce qui vous aurait fait au niveau national ne fonctionnera pas. Donc ça sera évidemment un autre sujet. Après, il y a un sujet qui a rapport avec la problématique que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est la problématique des épidémiologistes, par exemple. C'est est-ce qu'on forme bien les bonnes personnes pour les bons emplois? Est-ce qu'on les qualifie? Est-ce qu'ils sont qualifiés au sens où est-ce que leurs emplois sont protégés en santé publique, hein, et est-ce qu'ils sont reconnus? Ben, la réponse est, il y a beaucoup à dire dans ce domaine, en tout cas dans notre pays. Je peux vous dire qu'il y a énormément à dire dans le domaine. Et de la même manière, la recherche et l'expertise en santé publique, notamment en termes de situation de crise, on a vu que c'était, là aussi, il y avait des choses à revisiter. Donc moi, j'estime que là-dessus, et c'est sur ça que portera le rapport en France, il y a des propositions à faire, il y a des choses à changer. Il faut les changer probablement assez vite. J'estime que pour les deux dernières, elles concernent directement les enseignants-chercheurs en santé publique et les organisations comme l'ISPED ici ou comme la vôtre dans votre pays. Donc ça, je crois que c'est des pistes de réflexion intéressantes. Et d'ailleurs, vous êtes là pendant 2 jours ou 3 jours. Comment ? Une semaine, alors en plus vous êtes là une semaine, donc vous êtes exclu, entre guillemets, de cette première conférence internationale sur la santé publique en Afrique, qui est totalement dématérialisée, donc vous êtes exclu de rien potentiellement, mais vous êtes pris toute la journée, qui se déroule là depuis le début de la semaine en virtuel, qui est organisée par l'African CDC, et où, quand j'ai regardé le programme, eh bien, toutes les questions que je vous ai évoquées ici, c'est quasiment leur thème de prédilection et leur thème de discussion. Donc moi, quelque part, je considère que du coup, il y a un côté très universel aux questions que nous, très égoïstement, on se pose en France. Et ça serait intéressant quand même d'aller voir en podcast certaines des choses qui sont faites dans cette conférence. Voilà, alors j'en arrive à tout à fait à la fin, parce que je pense que j'ai dépassé. Donc je vais m'arrêter. Ma dixième observation, c'était que la gouvernance mondiale de la santé est à bout de souffle. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le système des organisations des Nations Unies a été créé à la fin des années 40. Alors déjà, vous voyez qu'on avait une organisation centrale sur l'OMS, sur la santé, mais on ne peut pas dire que l'UNICEF, la FAO, le FNUAP ne sont pas très associés aux questions de santé. Donc on avait déjà une organisation multi-agence qui a plutôt bien fonctionné, hein, il faut le dire, sur les années 50, 60, 70, 80. À partir des années 90, on en a rajouté une couche en créant l'ONU-SIDA. On peut dire que ça a été globalement un succès et globalement quelque chose de très utile, surtout sur l'intersectorialité. Mais depuis, on a créé Gavi pour les vaccins, on a créé Unitaid, on a créé le Fonds mondial, on a créé le CEPI pour la réponse aux urgences. Et cette année, on n'en avait pas assez, on a créé ACTA et on a créé COVAX. Et je ne sais pas ce qu'on créera derrière. Ça veut dire que si ça continue comme ça, on va dans le mur. D'ailleurs, on est déjà dans le mur de ce système. Et donc, ce système-là ne se gouverne plus, d'accord, et ne fonctionne plus du tout. Surtout qu'il faut quand même, et je m'arrêterai là, je vous passerai directement à la dernière diapositive. Le problème qu'on a, voilà, c'est celui-ci. Voilà, c'est que tout ceci ne fonctionne plus parce que plus personne n'a envie que ça fonctionne. Et c'est ça le sujet. Nous avons 4 blocs d'influence inégale, mais 4 blocs. Les États-Unis d'un côté, avec, je crois, aujourd'hui le Royaume-Uni, la Russie d'autre part, la Chine en 3e, l'Union européenne qui essaie à peu près de s'organiser de ce point de vue-là. Et ces 4 blocs
n'ont aucune envie aujourd'hui de faire des alliances pour régler les questions de santé. Aucune envie. Aucune envie et aucune organisation de ce type. Donc, l'organisation de santé qui s'appelle l'OMS ne fonctionne plus. Et le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est que depuis 2 ans, on s'aperçoit que le règlement sanitaire international et tout ce qui va avec sont en péril. Qu'il y a eu des discussions de haut niveau en début d'année pour dire qu'il faut qu'on revienne sur quelque chose de très fort à l'OMS, que la 74e Assemblée mondiale de la santé au mois de mai a dit oui, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Donc on a dit quoi? Pour ça, on va faire une session spéciale. D'accord. Et donc la session spéciale, elle s'est réunie la semaine dernière. On a réuni à nouveau tous les États du monde autour de ce sujet. Et la seule chose sur laquelle ils se sont mis d'accord, c'est quand même assez modeste. C'est de dire il va falloir qu'on commence à travailler ensemble sur un nouveau traité qui permettrait peut-être à l'OMS d'avoir le poids et les responsabilités qu'on attend d'elle, notamment en situation de crise. Et on a renvoyé ça à 2024. C'est-à-dire qu'on croise les doigts, il ne faudra pas que d'ici là, il y ait beaucoup de crises sanitaires qui nous tombent dessus, parce que sinon, la catastrophe est absolument assurée. Donc voilà, je ne voulais pas terminer sur une note trop triste, mais néanmoins, vous avez compris qu'il y a une petite inquiétude de ma part dans l'analyse que j'ai faite, et je m'arrêterai là. Je m'excuse auprès de Simone et Daniel pour avoir été un petit peu long.